Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243 des partout nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est votre émission Critique Actu de ce samedi 14 octobre 2023. Nous revenons sur le discours du président Félix Tshisekedi Tshilombo sur l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, alors que la situation sécuritaire dans le Nord Kivu reste marquée par des tensions entre le groupe armé d'autodéfense et le M23. Le président Félix Tshisekedi a annoncé des mesures transitoires et graduelles d'allègement de l'état de siège. Nous allons en parler dans cette émission avec beaucoup plus de détails. Nous sommes avec un analyste, il est acteur politique, vous allez le découvrir dans un instant. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Et pour décortiquer ces sujets d'actualité, nous sommes avec Maître Dimi Ndiali. Il est acteur politique dans la province du Nord Kivu. Il aura le temps de se présenter. Bonjour Maître Dimi Ndiali et bienvenue. Bonjour Jospin, merci beaucoup. Dans peu de mots, c'est qui Maître Dimi Ndiali? Comme vous le dites, Dimi Ndiali est un acteur politique, mais également un activiste de la génération positive qui est un mouvement citoyen. Et pour ceux qui veulent l'attendre, je suis également candidat député provincial pour les élections qui pointent à l'horizon. Dans la circonscription de Goma. Ville de Goma, merci beaucoup. Le débat sur l'état du siège était très roulé depuis un moment. C'est depuis le 3 mai 2021 que le président avait décrété cette mesure exceptionnelle. Il y a eu une table ronde pour son évaluation à Kinshasa et enfin, ce n'est ni sa levée ou son maintien. Quelle a été votre impression en suivant le discours du président Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, Jospin. C'est tout simplement une confusion. Nous sommes confus et tu sais, au-delà de tout, même si je ne me suis pas suffisamment représenté, je suis juriste également. Donc, lorsque le président de la République prend une telle mesure, la première impression est que nous sommes dans une violation flagrante de la Constitution. Parce qu'en fait, la Constitution, c'est elle qui dicte l'état des sièges et comment il doit se comporter et comment on doit le lever ou le maintenir. Maintenant, le chef d'État a prononcé l'état des sièges qu'il a institué par une ordonnance présidentielle. Et l'article 144 de la Constitution est clair. Le président instaure l'état des sièges, mais pour sa levée ou son maintien, il doit se référer à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui doivent, n'est-ce pas, dire le dernier mot en quelque sorte. Mais quant à ce qui concerne ce que le chef de l'État a dit hier et ce qu'il a fait, parce qu'il a donné des mesures après la table ronde. Premièrement, je constate que le président de la République n'a pas de considération aux avis et considérations de son peuple. Parce qu'il est celui qui avait fait appel à la table ronde. Lorsqu'il a fait appel à la table ronde, c'était pour dire qu'il veut attendre ce que veut la population et différentes couches quant à ce qui concerne le maintien ou la levée de l'état des sièges. Parce que il n'y a que ces deux possibilités par rapport à l'état des sièges, soit le maintenir, soit le lever. Non, on parle aussi d'une déqualification, requalification lors de la table de l'ordre. C'est pas constitutionnel alors? C'est inconstitutionnel, elle n'existe nulle part. Et donc, c'est soit l'état des sièges, soit normal, ou soit un état d'urgence qui n'a rien à voir avec l'état des sièges, qui devient autre chose. Et donc, tenez, lorsque le président a fait appel à la table ronde, et il a par le canal, lui-même a lancé les travaux, le Premier ministre a continué, et puis voilà, les gens en majorité ont plaidé pour la levée de l'état des sièges. Le président de la République a donné l'impression de ne pas être satisfait, comme si il avait un souci. Il voulait arriver à ce qu'il a fait en fait aujourd'hui. Je pense qu'il voulait que les gens, dans cette histoire de la table ronde, puissent voter en faveur de la réqualification. C'est ainsi qu'il y avait 3 commissions. La commission du maintien de l'état des sièges, la commission de la levée de l'état des sièges, mais également la commission de la réqualification. Ouais. Et après la table ronde, on a communiqué, la présidence avait communiqué que la tendance qui avait dominé, c'est celle de la réqualification. Par contre, les travaux tels qu'ils s'étaient déroulés, contrairement à cette manigance, les rapports de la commission réqualification étaient clairs.
Le rapporteur de cette commission a été clair. Dans notre commission réqualification, nous avons essayé d'interroger la loi, la Constitution et tous les textes de la République. Nulle part, la loi ne donne la possibilité à une réqualification. Par conséquent, toute la commission requalification a adhéré à l'option de lever de l'état de siège. Et donc, il y a eu cette commission levée, plus toute la commission réqualification qui avait voté pour la levée de l'état de siège. Mais malheureusement, le chef de l'État, lorsqu'il vient se prononcer plus d'un mois, presque 2 mois après, la table ronde sur l'avenir de l'état de siège, il vous parle des allègements et des histoires inconstitutionnelles. Mais vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Il n'a pas consulté jusqu'à l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais il n'y a pas non plus d'acte juridique. Un discours n'a aucune force contraignante de toute façon. Donc, vous savez que il va le faire peut-être après. C'était juste un discours, mais on va en arriver là. Après les analyses des scientifiques, peut-être il va le faire après avoir constaté qu'il a été induit en erreur. Peut-être il va le faire lorsque l'Assemblée nationale, si elle sera consultée, parce que, entre autres, le discours, les déclarations du chef de l'État en des matières pareilles ont une force de loi. Il faut le savoir également. Lorsqu'il dit que dans 48 heures, j'exige, c'est déjà une décision. C'est un chef de l'État. C'est vrai qu'il faut nécessairement une ordonnance, mais est-ce qu'il faut lever l'état des sièges par ordonnance? Lorsque vous lisez l'article 144, non. Parce que l'article 144 vous dit l'Assemblée et le Sénat doivent se concerter pour machin, et puis on lève l'état. Maître Djimi, restons dans le contexte du Nord Kivu aujourd'hui. Est-ce que le Nord Kivu a besoin du retour de l'administration civile aujourd'hui, ou c'est une province qui a besoin d'abord de l'établissement de la paix? Et la paix passe aussi par l'engagement des militaires. D'abord, au fond, on n'a pas besoin des militaires dans l'administration civile, bien sûr. Mais alors, si on voit le contexte aujourd'hui de cette crise, est-ce que le président n'est pas en train d'agir selon la posture même du pays face à la crise de 2023? J'espère. Moi, je crois que le président de la République agit selon différents dessous des cartes politiques. Ça n'a rien de la recherche de la sécurité, ça n'a rien du recouvrement de la paix, c'est carrément politique. Vous savez très bien que le chef de l'État, politiquement, avait déjà servi cette province du Nord Kivu à M. Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi ils ont même instauré l'état des sièges. Il ne vous est jamais arrivé en tête la question de savoir pourquoi on a instauré l'état des sièges au Nord Kivu, en Ituri, et non pas au Sud Kivu et à Bandundu, Kwamut. Pourquoi? Parce que les situations sécuritaires sont similaires. Non, la menace n'est pas la même. Au Nord Kivu, il y a l'EDF, qui est un mouvement terroriste, la branche islamique de... L'EDF se trouve où? Au Nord Kivu et en Ituri. Dans la forêt de Béni. Bien sûr, mais c'est au Nord Kivu. En Ituri, dans la brousse d'Ituri, là où il n'y a pas de population. Les EDF n'ont jamais pris un seul village qu'ils contrôlent. Ça n'existe pas. Contrairement aux M23 qui sont venus après l'état de siège, pendant l'état de siège. Et donc, je crois que ce qui s'est... Même si, lorsque vous lisez le discours du chef de l'État par rapport à l'état de siège hier, il vous montre que c'est politique. Tenez, Jospin, nous sommes maintenant dans quel régime juridique? Parce que si nous ne sommes pas en plein état de siège, si nous ne sommes pas en plein état d'urgence ou dans un état normal où on a toutes les institutions qui siègent normalement comme d'habitude, nous sommes dans quel état? De droit. Parce que tenez, aujourd'hui maintenant, les gens doivent savoir une chose. Ce que le chef de l'État a fait, c'est quoi? C'est qu'il dit qu'il va rétablir l'autorité civile dans des entités qui sont déjà sécurisées. Est-ce que vous allez me dire qu'à Butembo, à Beni, à Gomaville, à Walikale, à Nyiragongo en général et tout, on avait besoin... Et à l'époque, à Rutshuru, parce qu'il n'y avait pas M23, à Massis, il n'y avait pas M23, est-ce qu'on avait besoin des autorités militaires? En parlant de ce qu'il a dit aujourd'hui, mais non. Oui, restons sur ce qu'il a dit. Donc si vous le tenez par ces mots, à Goma, il y aura une autorité civile. Je veux que vos téléspectateurs comprennent une chose. C'est que ce que le chef de l'État a décidé, c'est qu'on aura un gouverneur militaire, mais qui va cohabiter avec les maires des villes et des bourgmestres civils. Qu'il a récemment nommé alors. Ben oui, ceux qu'il a récemment nommés. Et si vous regardez très bien, toutes les personnes, en 90% qui ont été nommées, c'est l'UDPS. Et donc on sert l'UDPS, on prépare les élections. Avant quelques mois alors qui passaient les élections. Effectivement. Et puis vous savez que les élections locales sont hypothétiques de toute façon. Pour dire on va changer les maires des villes. Les élections seront générales. Ben non.
jusqu'à présent. Vous n'avez pas lu la CENI. Les élections locales ne se feront uniquement que dans des chefs-lieux, pas sur toute l'étendue de la République, que à Goma, à Bunia, dans des chefs-lieux, et plus dans des villes, dans des territoires. Ce n'est plus le cas. Et donc, qu'est-ce que je dis? Lorsque le chef de l'État, par exemple, prenons le cas de Goma, il dit on va rétablir l'autorité civile dans les entités qui ont ouvert la sécurité, sécurisée, y compris Goma. Goma est sécurisé. Évidemment. Et donc, à Goma, on aura un maire des villes et des bourgmestres qui sont rétablis parce que Goma est sécurisé. Mais on va rester à Goma avec le gouverneur parce qu'il est gouverneur militaire. Il est commandant des opérations. Il vit à Goma, mais Goma qui est sécurisé. C'est contradictoire. Par contre, si c'était une réqualification politique ou vraiment objective, le gouverneur militaire serait envoyé à Beni Territoire, par exemple. Parce qu'au moins, à Beni Territoire, à Wicha, c'est l'administration, mais les EDF se trouvent dans la brousse, trop loin. Et donc, on pouvait comprendre que, comme Beni Territoire n'est pas encore totalement sécurisé, comme il est difficile qu'on puisse mettre le gouverneur à chose, à Rutshuru ou les M23 et encore partout, il pouvait aller à Beni. Mais pourquoi on les laisse à Goma? Parce que Goma est sécurisé. Mais on n'a pas besoin d'une autorité. Si les motivations de la décision ou de la mesure de l'État sont politiques, est-ce que les revendications aussi, aujourd'hui, ou les frustrations, ne sont pas aussi de nature politique? Parce que ceux qui se sentent frustrés aujourd'hui, c'est le camp de l'ancien gouverneur, par exemple, des anciens gouverneurs ou les députés provinciaux, ceux qui ne vont pas se retrouver. Mais les demandes ne sont pas, en tout cas, ne rencontrent pas l'intérêt général, si je peux le dire ainsi. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt général? Cette population... Aujourd'hui, c'est le rétablissement de la paix. Cette population... Ce n'est pas le retour d'un gouverneur civil qui va satisfaire la population de Rutshuru. Mettons-nous d'accord. Ouais. Est-ce que l'état de siège a déjà rétabli la paix dans une seule entité? Vous allez me citer l'entité où l'état de siège a rétabli la paix. Tenez, prenons le cas de Massissi. Nous avons les militaires de l'état de siège depuis 2 ans et demi. Il n'y a pas les militaires de l'état de siège, ce sont des militaires des FARDC. Oui, mais ça reste l'armée républicaine. Qui a libéré Massissi? Est-ce l'état de siège? Massissi est libéré aujourd'hui du M23. Est-ce que vous le savez? Oui, selon la déclaration d'un porte-parole de groupes armés. Ce n'est pas selon la déclaration. Le M23 n'existe plus à Massissi. Moi, je n'ai pas encore constaté, je n'ai pas encore fait le constat, je n'ai pas encore été sur le terrain. Il n'y a aucun seul village où le M23 existe à Massissi. Ils se sont d'eux-mêmes d'ailleurs retirés dans d'autres villages. Et donc le M23 n'existe plus à Massissi. Ce n'est pas les militaires congolais, ce sont les Wazalendo. Et donc, on ne peut pas nous dire que... Ça, c'est de manière parce qu'on veut rétablir formelle. La paix, on garde l'état de siège d'une autre manière. Tenez, Rutshuru et Massissi a été pris pendant l'état de siège. L'état de siège n'a pas empêché que le M23 s'encapare du Nord Kivu. Aujourd'hui, les EDF Nalu à Beni, ils continuent à tuer, à massacrer. En Ituri, la même chose. Mais l'état de siège n'a pas mis fin à cette histoire. Et lorsqu'on fait la comparaison des décès, des tueries de Beni et de l'Ituri avant l'état de siège et pendant l'état de siège, les gens ont été massacrés en plus grand nombre qu'avant l'état de siège. Et donc on ne peut pas me dire ici qu'on veut garder le gouverneur militaire parce qu'il va rétablir la paix. C'est faux. Parce que ce qui est vrai, ce sont les opérations militaires. Et pour faire les opérations militaires, c'est une mission de routine de l'autorité militaire ou du militaire. Et donc, on pouvait me dire, on lève l'état de siège, mais on renforce l'armée. On renforce matériellement et financièrement les opérations militaires au Nord Kivu pour anéantir le M23. Je pense que nous devons lever quelques équivoques parce que c'est même la confusion qui est dans le chef de certains que nous suivent. Il y a une dualité maintenant qui s'est créée entre l'état de siège et les FARDC. Il n'y a pas de militaires de l'état de siège. Si vous voulez évaluer la réussite ou l'échec des opérations militaires, il faut l'attribuer, cet échec-là ou cette réussite-là, à l'armée, au FARDC, l'armée républicaine, parce qu'il n'y a pas une armée de l'état de siège. Je ne sais pas si on peut se mettre d'accord à ce sujet. Je suis d'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas une armée d'état de siège et une armée républicaine. Je suis d'accord. C'est une seule armée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Jospin. Ouais. Mais il y a une nuance aussi toute objective. Il y en a qui pensent que si on levait l'état de siège aujourd'hui, donc l'armée part.
Non. Il y a des Congolais qui sont en train de penser de cette façon. Si on lève l'état de siège, l'armée reste. L'armée comme armée. Qui a son rôle régalien de protéger l'intégrité du gouvernement national congolais. L'armée ne va plus gérer la politique, l'administration civile et tout. Donc on n'aura plus un gouvernement. Comme on a. En fait, l'état de siège est déjà levé indirectement. Parce que maintenant, parce que l'état de siège, c'est quoi? C'est un gouverneur militaire et tous les bourgmestres, tous les maires des villes, tous les administrateurs des territoires, tous militaires. C'est ça l'état des sièges selon la loi. Et donc, lorsque on n'a plus un gouverneur avec des maires des villes, des bourgmestres et des athées militaires ou policiers, on n'est plus dans l'état des sièges. On est dans un autre régime que seul le chef d'État et ses conseillers et ses caciques connaissent. Mais la loi, la Constitution ne connaît pas et ne reconnaît pas ce régime dans lequel, à partir de la décision du chef de l'État, nous nous retrouvons. Et donc, moi je dis quoi? On devrait, c'est ce que nous avions demandé. Ce n'est pas une histoire des proches du gouverneur Julien Paluku. Et puis, parlons de ça. Parce qu'on dit, ce sont ceux qui sont proches de Julien Paluku. Des Carly peut-être. Et des Carly. Carly égale Julien Paluku. C'est le grec. Oui, bien sûr. Prenons ce cas-là. Je suis d'accord, nous sommes en politique. C'est vrai que moi, je suis un acteur politique. J'ai ma liberté de penser. Je ne représente aucun parti politique. Je ne parle au nom d'aucun parti politique. Bien que je peux postuler dans un parti, je n'ai aucune fonction dans un parti et je n'en prendrai pas. Parce que je dois garder ma liberté de penser. Je veux dire maintenant, supposons que c'est ça le cas, que les proches de ce parti-là, quand même, ils sont frustrés. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas frustrés? D'autant plus que depuis 3 ans déjà, on les a pris leur mandat. Parce que le gouverneur... C'est pour l'intérêt général de la population. Il faut me dire pour l'intérêt général, parce que grâce à l'état des sièges, on a su anéantir le M23, les EDF Nalou. C'est ça l'intérêt général. Pourquoi? Pour lequel on a institué l'état des sièges. On avait instauré l'état des sièges pour ramener la sécurité, pas pour construire les routes, pas nécessairement pour construire des cases. Mais aussi longtemps qu'il reste en vigueur, on ne peut pas dire qu'il a échoué parce que il n'a pas encore pris ses victoires. Les trucs, ce n'est pas il a échoué, il a réussi. C'est ça. Il faut me dire ses victoires. Moi, je n'en connais pas. Les victoires de l'état des sièges, parce que la mission principale de l'état des sièges, c'est le rétablissement de la paix. Mais je vous informe, je vous rappelle, je vous l'ai dit, que c'est en plein état de siège que nous avons été envahis par le M23 dans tout Rutshuru et dans tout Massissi. Mais le M23 n'est pas encore arrivé à Goma, le M23 n'est pas encore à Kinshasa. Rutshuru ne fait pas partie. Il est en train d'être maîtrisé. Il a été maîtrisé pendant 2 ans, il est là, ils sont à Il est en train d'être maîtrisé maintenant là. Vous avez parlé des Wazalendo dans le Massissi. Ils sont pas FRDC. On ne peut pas parler de tout à la télé, mais je vous dis que c'est de manière informelle qu'on ne peut pas le dire. Mais ne vous en faites pas, les FARDC sont là. Ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas Wazalendo. Et donc, d'où est-ce que les Wazalendo tirent ses armes, M. Jimmy? S'ils doivent être là, pourquoi ont-ils besoin de passer sous la casquette de Wazalendo? Non, ce sont des accords. Ce sont des accords signés au niveau sous-régional. Mais avant les accords. Vous pensez que ces armes-là utilisées par les Wazalendo viennent du Rwanda? Mais avant les accords. Mais ces armes ne viennent pas du Rwanda, monsieur. Avant les accords avec l'EAC, nous avions à 100% les FARDC. Pourtant, Rutshuru a été envahi. Pourtant, Massissi a été envahi. Mais l'armée n'a pas encore dit son dernier mot. Pourtant, ce dernier mot. C'est pourquoi moi je vous ai dit que le besoin ne serait pas de garder un gouverneur militaire ou non. Le besoin serait d'outiller les militaires, lui donner les moyens qu'il faut, lui donner les nécessaires du point de vue matériel, du point de vue social. Le militaire doit être bien traité. Le service renseignement doit être réformé et très bien traité. Les renseignements civils comme militaires. Et donc, pour ce besoin-là, on n'a pas besoin d'avoir un gouverneur militaire parce que ce n'est pas lui qui fait ça. Et donc, on a besoin des commandants des opérations au Nord Kivu qui a pour mission, comme d'habitude, parce que l'armée ne va pas partir, comme tu l'as dit, qui a pour mission de rétablir la paix et la sécurité. On n'a pas besoin nécessairement qu'il soit gouverneur. Parce qu'aussi, il y a un problème. Lorsqu'il est gouverneur, il va connaître les problèmes de Constant Ndima. Il va aimer l'argent. Le gouverneur Thierry Moami, je ne le prête pas des intentions. À premier lieu, c'est un bon monsieur, il est de bonne foi. Mais Ndima a commencé aussi comme ça. Visiblement, c'était un bon papa, un bon monsieur. Aujourd'hui, ce sont des mesures graduelles. Après, il a connu l'argent. Il a commencé à vendre toutes nos parcelles. Il a été le maître des spoliations. Il a commencé à faire tout ce que la MONUSCO faisait pour se maintenir. À chaque fois qu'on parlait de la levée ou du maintien de l'état des sièges, la table ronde,
Tu attendais parler du M23 qui renaissait, des groupes armés qui s'attaquaient, que Goma a été menacé. Parce que l'homme ne voulait plus quitter. Jusqu'à ce qu'il a été obligé de tuer les Wazalendo ici à Nyabushongo. Et c'est à cause de ça que la population s'est levée et le président a compris que ce type doit partir. Mais lorsque l'amour de l'argent vient, j'estime que ça ne sera pas le cas avec Chirimwami. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas contre Chirimwami. Je suis juriste, je me dis, le régime dans lequel le président de la République nous place est inconstitutionnel, n'existe dans aucune de nos lois et que donc c'est quand même grave dans un État qui se dit... Nous estimons que Chirimwami va rester comme des opérations parce qu'il a parlé de mesures traditionnelles et graduelles. Tu m'as coupé le fil d'idée avant que je parle de ces mesures graduelles. Il va rester pour des opérations, bien sûr. De ce que les Burek seraient... Ben ouais, c'est de droit qu'un parti comme Burek, c'est parce que au nom de, tu vois, au nom de l'Union sacrée, le président du Burek, par exemple, Julien Paluku, il ne peut rien dire. Le président du Burek à Tokolo, il ne peut rien dire. Toutes les Burek comme parti ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils font partie de l'Union sacrée. C'est l'autorité morale de l'Union sacrée qui a pris la décision. Ils vont s'occuper, ils vont pleurnicher, mais au nom de la discipline à l'Union sacrée, ils vont faire même sa campagne. Ils sont libres. Mais en réalité, du point de vue politique, il faut reconnaître que le président Tshisekedi a baisé Julien Paluku, il a baisé le Burek parce que... Mais vous êtes aussi du Burek, donc vous êtes de l'Union sacrée. Parce que moi, je suis juste candidat, je ne suis pas dans un parti. Mais vous êtes aligné... Ben, je suis aligné, les AAVC, c'est un parti politique qui n'est pas Burek. Il s'appelle AAVC. De quelle obédience aujourd'hui? De quelle obédience? Union sacrée. Opposition ou... Non, je crois qu'ils sont de l'Union sacrée. Vous êtes de l'Union sacrée? Moi, je n'ai jamais signé. Mais il fallait postuler comme un candidat indépendant si vous ne voulez pas représenter un parti politique. Où est-ce que j'aurai les voix pour être indépendant? C'est ça le problème. Le truc, c'est que pour être indépendant, il faut être sûr d'avoir un minimum de 70 à 100 000. Nous allons terminer par ces restrictions, la levée des restrictions comme la liberté des manifestations pacifiques. C'est automatique lorsqu'on a l'état de siège. C'est automatique. Et puis, non, lui, il a parlé de ça. Donc, déjà là, on va assister à la levée de certaines restrictions. Il lève ça dans quelle qualité, dans quel régime? Parce que c'est l'état des sièges qui lève. Dans le cadre des mesures graduelles c'est la fin. Et transitoires. Je suis juriste et je suis en train de vouloir que vous compreniez ce que je dis. Ouais. C'est ce que le président de la République a dit. C'est ce que la levée de l'état... Ce sont les conséquences directes et automatiques de la levée de l'état des sièges. Ça veut dire, en fait, lorsqu'on lève l'état des sièges, il part avec toutes les restrictions. C'est automatique. Et maintenant, on garde le gouverneur militaire. On ne sait pas dire qu'on a levé ou maintenir l'état des sièges. Mais en même temps, on lève les restrictions. On est dans quel régime? Je suis d'accord qu'on puisse lever, c'est très bien. Oui, mais on ne devait lever que lorsqu'on lève l'état des sièges parce que ça part avec toutes ces restrictions. Maintenant, pendant que nous aurons un gouverneur militaire, je peux faire mes meetings politiques, je peux faire toutes les activités politiques et toutes les restrictions. C'est aussi pour des raisons électorales qu'on a levé ces restrictions. Pour la question juridique. Pour des raisons électorales, pour vous permettre à vous, candidats, pour nous permettre de bien mener vos activités politiques. Notre campagne, c'est ça. Mais également de lui permettre aussi, à lui, oui. De lui permettre à lui de battre sa campagne bien plus. Parce que les chefs de l'État n'arrivent pas dans les 145 territoires dans la campagne, mais de permettre à ce que tous les candidats de l'Union sacrée battent la campagne et fassent la campagne des chefs de l'État. C'est pour lui qu'il le fait. Et vous allez le faire, vous mettez toujours sa photo sur vos affiches. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas fanatique. Moi, je ne suis pas suiveur. Je me suis déjà libéré intellectuellement et spirituellement. Et que j'ai posté dans un parti de la majorité, dans un parti de l'opposition. Moi, j'ai la liberté et l'objectivité des pensées, c'est la décision personnelle. Et plus jamais... Vous restez activiste alors? Plus jamais un parti, mais dans le fond de moi, je suis activiste. Plus jamais un parti ne peut me dire, tenez, au nom de notre parti, il faut dire que la route est bien faite. Tenez, on a lancé les travaux de la route ici à Ndosho. Mais jusqu'aujourd'hui, j'y étais hier, il n'y a rien. Même les engins qui y étaient ce jour-là n'existent pas. Je rappelle que c'est la 4e fois qu'on lance les travaux là-bas. Et donc, comme je suis de l'Union sacrée, le gouverneur Chirimwami et la volonté du chef de l'État, moi je vais me taire. Jimmy Nziali n'est pas de cette façon-là. Ça, c'est passé. Et alors, donc, il faut que le Congolais comprenne que nous devons d'abord mettre le Congo avant. Parce que ceux qui sont à la majorité disent quoi? C'est pour le Congo. Ceux qui sont à l'opposition disent c'est pour le Congo. Maintenant, comment pour le Congo doit être encore... est-ce que l'Union sacrée va accepter? Est-ce que la majorité... Mais comment on peut être dans une famille politique qui ne peut pas accepter qu'on défende le peuple? Vous vous souvenez d'un député qu'on avait à Kinshasa, son âme, Thomas Lokondo. Okay. Il était un député de la majorité, de la MP, du FCC.
PPRD. Mais lorsqu'il prenait la parole, il était tout indépendant et tout objectif. C'est ça un député. C'est ça un député de toute façon. C'est ça un vrai député. Mais les autres ne faisaient pas ça. Les autres étaient dictés comme des robots. Comme les Monsieur Jimmy Ndiaye, même si vous êtes candidat en ville de Goma, vous terminez par là, un mot quand même pour ces Wazalendo qui sont en train de se battre contre le M23, un mot pour les déplacés, un mot pour les habitants de Rutshuru et de Masisi, parce que ils sont en train de vivre des situations tragiques actuellement. Est-ce que vous pouvez d'abord mettre de côté vos frustrations politiques ou vos revendications politiques et parler Nord Kivu comme un digne fils du terroir? Je crois que c'est ce que j'ai fait depuis le début, Jospin. Moi, je n'ai pas de frustrations politiques parce que je n'ai aucune responsabilité dans un parti politique. Je suis juste un candidat et c'est parce que c'est pas facile d'être indépendant peut-être. Et tenez également... Qu'est-ce qu'il faut dire pour les Wazalendo? C'est vraiment un soutien total parce que Wazalendo, patriotes, c'est pas seulement ceux qui sont armés, c'est tout le monde qui se dit être patriote. Et donc, comme on a ces Wazalendo qui sont au front, qui viennent de libérer Masisi et qui sont vers Rutshuru maintenant, je crois qu'il est tout à fait normal d'appeler tout le monde à les soutenir. Et le soutien ne doit pas rester que verbal. Vous savez, notre gouvernement, c'est réalité, il y a des fois beaucoup de difficultés pour apporter de l'appui. Même au propre FRDC, ce n'est pas toujours facile, ils ne sont pas dans des bonnes conditions. À plus forte raison, les Wazalendo. Et donc, je suis en train d'en appeler à ce que tout Congolais patriotes, Wazalendo civils comme moi, puissions nous liguer pour ne fût-ce que chercher 100 francs, 200 francs, afin que nous puissions chercher même de vivre et à régulièrement appuyer nos Wazalendo qui sont au front, afin qu'ils puissent faire le travail qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils le font conformément à l'article 63 de la Constitution de notre pays, qui veut que tout Congolais est libre de défendre son pays lorsqu'il est en danger. Et c'est ce que les Wazalendo ont fait à Masisi, et c'est ce que nous devons les accompagner à faire à Rutshuru. Pour les déplacés de Masisi... À Nyiragongo également, parce que ça... À Nyiragongo également, il y a une partie qui Bumba et consort. Et pour les déplacés qui sont ici... Au nord de Goma, aux alentours de Goma et dans le bas du Sud Kivu. Qui viennent de Rutshuru, qui viennent de Nyiragongo et qui viennent même de Masisi. En tout cas, une pensée pieuse. Et je pense que la communauté internationale est en train de voir cette catastrophe humanitaire dans laquelle ils vivent. C'est inhumain quand vous y arrivez. Déjà, les habitations ne sont pas communes. C'est vraiment inhumain. C'est pourquoi moi j'en appelle déjà à notre gouvernement de réfléchir comment, très vite, parce que les Wazalendo ont libéré Masisi. Mais jusque-là, le gouvernement ne prend pas les positions alors qu'ils disent « nous ne sommes pas venus occuper ouais, que les FARDC, ils ont appelé les FARDC à redéployer les éléments pour que les M23 ne viennent plus se réinstaller. Je suis en train d'en appeler à notre gouvernement de se réinstaller dans le Massis, sinon c'est suspect s'ils refusent. Donc c'est peut-être les accords là de Luanda et de Nairobi qui sont en train de bloquer. C'est une sorte de zone qui doivent être abandonnées entre les mains du contingent burundais. Officiellement, comme tu l'as dit, ce ne sont pas les FARDC qui ont libéré ces espaces, mais ce sont des espaces congolais. Et ce n'est pas le M23 qui y existe. Et donc, même si on devait y mettre des contingents gouvernementaux dans Burundais, dès lors que ce n'est ni le M23 qui existe, ni les FARDC qui se sont bâtis sur le lieu, je ne vois pas comment on va empêcher à une armée républicaine de récupérer ces terres. C'est inadmissible. Par contre, elle peut cohabiter avec les contingents de l'air. Tout ce qui est normal. Mais on ne va pas laisser que les contingents. Mais selon les accords, les FARDC doivent respecter le fait. Mais oui, c'est les accords. Lorsqu'il y a elles ne doivent pas cohabiter avec le contingent burundais. Lorsque le territoire est occupé par le M23. Mais le territoire n'est plus occupé par le M23. Et ils n'ont pas été chassés par les signataires des accords, le gouvernement congolais. Ce sont des résistants aux alliés d'autodéfense. Il y a nécessité. Pourquoi l'avantage? C'est que lorsque les FARDC réoccupent les recoins, ça facilite au gouvernement d'organiser le retour des déplacés qui souffrent ici et d'aller récupérer leurs terres. Vous avez vu ce qui se passe à Rutshuru où l'Ouganda veut récupérer des espaces. Commence à récupérer certains espaces. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et donc lorsqu'on récupère des espaces, on récupère des terres, on récupère des champs, c'est un problème qui frise une deuxième possibilité. Ça ne va pas arriver. Je pense que c'est la raison pour laquelle le gouvernement est en train de mettre pression pour que la force de l'RC puisse partir d'ici le 8 décembre. C'est intéressant. Tu parles comme Mouya, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur Jimmy Ndiaye. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau des critiques actu sur Afon 43. Je rappelle que vous êtes acteur politique, même si vous venez des structures citoyennes. Je sens que vous avez encore ces sons-là chauds des activistes.
Nous avons été avec vous sur plusieurs champs. Aujourd'hui, vous êtes décidé de prendre la voie politique. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, Jospin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci d'avoir été là du début à la fin. N'oubliez pas de laisser un j'aime. Abonnez-vous à Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.